Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La mort d'un jeune homme de 17 ans après un refus d'obtempérer. Et tandis que la voiture commence à accélérer, l'un des policiers tire à bout portant sur le conducteur. La version des policiers était de dire que le véhicule leur avait foncé dessus. En réalité, les policiers tirent, il n'y a aucune menace sur eux. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis, frère. J'allais voir comment ça va venir ce soir. J'allais voir l'enquête comment ça va se réveiller. Il y a eu hier soir des violences urbaines. Des groupes de jeunes pensant sans doute venger la mort de Naël, déclencher des incendies de poubelles, de mobilier urbain. Il y a eu 31 interpellations par les services de police, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe qui a été incendiée. Nous n'avons pas besoin d'avoir un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Et quelques heures après la mort d'un adolescent de 17 ans lors d'un contrôle de police à Nanterre, des émeutes ont éclaté cette nuit dans la ville et se sont propagées à d'autres villes comme Asnières-sur-Seine, Clichy-sous-Bois ou Mantes-la-Jolie. Une situation similaire aux événements survenus à l'automne 2005, Philippe. Oui, pour rappel, le 27 octobre 2005, 2 adolescents s'étaient électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. S'en était suivi 3 semaines d'émeutes dans tout le pays. Alors, est-ce que vous avez peur d'un nouvel automne 2005 en ce début d'été 2023, 18 ans après? Vous le craignez ou vous pensez que non, la situation n'est plus la même? Ou vous pensez qu'elle est encore pire? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, vous dites oui à 57% et on va en parler avec Samia Maktouf, avocat pénaliste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, cette situation électrique. D'une part, je ne crois pas qu'on va se retrouver dans la situation dont vous craignez la survenue dans votre question. Mais à condition qu'on ait sur le plan politique une voix courageuse et libre qui vienne dire exactement la position de l'affaire aujourd'hui. Je suis frappé de voir à quel point, lorsqu'il y a des tragédies et que les responsabilités pour l'instant sont encore équivoques, eh bien on n'a jamais quelqu'un qui vient de manière claire, même à la télévision ou à la radio, que sais-je, venir dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qui est en train d'être vérifié, et en attendant, vous vous taisez, vous attendez la suite. Oui. Et voilà. Et donc, quelles sont les seules certitudes qu'on a aujourd'hui? Non, on a un jeune homme de 17 ans qui circule sans permis, dans une voiture Mercedes orange relativement équivoque, il faudra voir d'où elle vient, avec 2 passagers, et qui à un moment donné est contrôlé et par 2 policiers, et il redémarre, et à ce moment-là, l'un des policiers tire tout près de lui. Apparemment, ils ne sont pas devant le véhicule. C'est tout ce qu'on sait. Il y a une multitude d'enquêtes qui est ouverte contre le policier pour aller vite et contre, bien sûr, ceux qui ont voulu, paraît-il, blesser ce même policier qui a tiré. Voilà tout ce qu'on sait. Oui. Et, pardon, je réponds à Olivier, j'ose confirmer que Naël, aussi sanctifié par sa mort qu'il soit aujourd'hui, avait déjà commis un refus d'obtempérer, et d'autre part, j'ose dire qu'il avait mis un peu la main dans la tragédie dont il a été victime parce qu'il a refusé d'être contrôlé. Elisabeth Lévy. Olivier D'Artigol, pardon, excusez-moi. Non, je continue sur ce dernier point à m'opposer fermement à cette idée que le fait de se rendre coupable, c'est un délit de ne pas suivre l'injonction qui est donc un refus d'obtempérer, puisse avoir comme conséquence le fait de perdre la vie. Donc, il y a eu des choses qui ont circulé hier sur ce casier judiciaire concernant ce jeune de 17 ans, dont certains ont dit qu'il était long comme le bras, sans avoir le début d'un commencement d'information là-dessus. Il semblerait qu'il ait été, donc, d'après ce que je peux lire aujourd'hui, qu'il ait été rappelé à l'ordre 2 fois. Concernant des refus d'obtempérer, ce qui est un vrai problème sérieux dans notre pays. Pour autant, ça ne peut en rien conduire à ce qui s'est passé.
Première chose. Deuxième chose, il y a une vidéo. Le maire de Nanterre a indiqué qu'il mettait à disposition de l'enquête et de la justice l'ensemble de la vidéosurveillance sur le lieu où cela s'est produit. Le policier est en garde à vue, il y a son témoignage et nous verrons la manière dont l'enquête est diligentée et ses conclusions, bien évidemment. Elisabeth Lévy. Alors non, mais moi je vais répondre à votre question. Est-ce que vous attendez un embrasement? Moi je ne sais pas, mais à l'évidence, chez nos politiques, le trouillomètre est à 0. Parce que, enfin, pour qu'il s'assoie de cette façon sur la séparation des pouvoirs et sur la présomption d'innocence, c'est-à-dire, comme l'a bien rappelé Philippe, pour l'instant, on sait très peu de choses, et même ce qu'il a dit qu'on savait, si vous voulez, on ne le sait pas complètement, parce que c'est quand même pas non plus, c'est pas une image sur grand écran. Donc, mais Philippe a parfaitement raison, mais le président de la République a déjà dit, tout en disant dans la même phrase, la justice tranchera, mais moi, Macron, je tranche avant. Elisabeth Borne va encore plus loin, et ça, le pire de tout, et c'est là qu'il y a une forme de déshonneur chez eux, c'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils ont peur des banlieues. C'est pour la même raison. Ils ont peur de l'embrasement des banlieues, que le dossier Adama Traoré n'est toujours pas clos, alors que les juges n'ont rien contre les gendarmes, franchement, je veux dire, dans cette affaire. Et ils ont tellement la trouille qu'on dit, en fait, à ces jeunes qui font des émeutes, ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire, regardez comme les flics sont des salauds. C'est peut-être le cas au demeurant, si vous voulez. Et par ailleurs, je rejoins juste Philippe sur un truc ridicule, la sanctification. Je suis très triste pour ce gamin, c'est vraiment vraiment triste, mais la minute de silence à l'Assemblée, ça n'a pas de sens. On va en parler, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Écoutez ce qu'a dit le maire de Nanterre, Ou alors on Patrick le fait pour chaque homicide, chaque fois que quelqu'un meurt. Elisabeth, au micro de Dario Davial pour Sud Radio. Écoutez. J'appelle les habitants de Nanterre, et notamment les plus jeunes, de ne pas céder aux actes de violence, parce que, évidemment, ils se retournent contre eux, contre leur quartier, contre ceux qui ont le plus besoin de ces services. Bien sûr, l'exigence de justice pour Nahel, nous le portons. Je pense que nous allons réussir par des voies pacifiques à obtenir cette justice, par le travail des avocats devant le tribunal, et puis par l'intervention de tous ceux qui ont la justice au cœur. Nous, en tout cas, à la ville de Nanterre, nous ne lâcherons rien. La justice devra être rendue à Nahel. J'ai confiance dans cette ville, qui est une ville solidaire. J'ai confiance qu'elle parvienne à surmonter cet énorme choc, ce drame, et qu'elle parvienne à faire entendre une voix de justice pour l'un de ses enfants. Samia Maktouf, avocate pénaliste, est-ce que quand on entend le maire, le policier n'est pas déjà condamné ? D'abord, si vous permettez, je voudrais revenir sur l'excellent réquisitoire prononcé par monsieur l'avocat général pour dire que je n'adhère qu'en partie à ce qui vient d'être dit. Oui, des charognards rôdent autour de cette affaire pour des raisons exclusivement politique électoraliste. En revanche, face à ce choc, et c'est un choc, la société civile aujourd'hui cherche à comprendre, cherche à savoir, il y a une colère. Et quand la société civile, par la voix de quelqu'un comme Mbappé ou un artiste Omar Sy, je peux comprendre que la société civile puisse émettre des incompréhensions et des demandes d'explications. Aujourd'hui, personne autour de cette table, personne ailleurs, personne au Parlement ou au Sénat, voire même le président de la République, si on devait, comme le disait si bien Madame Lévy, en application du principe de la séparation des pouvoirs, il est censé savoir et connaître les circonstances. Comment, monsieur l'avocat général, pouvez-vous dire que ce jeune adolescent a pu mettre les mains dans le cambouis? Comment vous n'en savez rien? On ne sait rien sur son... Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du procès pour parler du CV et de la situation personnelle de cette personne qui n'a pas, a priori, d'après ce qu'on sait, arrêté. On ne sait strictement rien. Je m'interdis de parler des faits parce que je ne les connais pas. En revanche, il y a un cadre légal qu'il va falloir rappeler qui, à l'évidence, me semble-t-il, découle directement de la loi 2017 du 28 février 2017, qui est une émanation d'une circonstance de choc que la France, que toute la société française, la France, la République a connue, qui était
consécutif à des attaques terroristes que la France a connues. Alors oui, on a donné des pouvoirs complémentaires. On a changé le principe d'utilisation des armes de service par les forces de l'ordre. Tout à fait. Je voudrais juste rappeler 2 mots, je ne vais pas lire l'article, 2 mots qui me semblent importants quant à l'utilisation de l'arme, puisqu'on parle de donc, faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. S'il n'y a pas de subjectivité là-dedans, qu'on vienne m'expliquer comment évaluer, comment un policier, avec tout le respect que j'ai pour ces policiers et le courage, il ne faut pas oublier, c'est des courageux. Il faut porter non seulement son uniforme, mais porter son courage pour aller maintenir l'ordre public. Donc, il y a une situation à laquelle on demande à un agent, peu importe son expérience et son savoir-faire face à des situations aussi compliquées, d'agir. Et il y a aussi autre chose, la deuxième condition, qui est celle de ne faire feu qu'après 2 sommations. 2 sommations adressées. Et enfin, lorsque la voiture n'a pu être immobilisée. Moi, je ne connais pas, je n'ai même pas regardé les différentes vidéos. Seul l'enquête, le magistrat qui le recevra à l'issue de la garde à vue pourra nous éclairer. Donc oui, il y a de la colère, oui, il y a de l'incompréhension. Et tout à l'heure, dans votre annonce de ce fait, j'ai entendu un mot qui m'a choqué quand on dit on veut venger la mort de Naël. Dans un état de droit, on ne venge pas. C'est un son, c'est pas nous. C'est un son de quelqu'un. Voilà. On ne venge pas la mort de quelqu'un. On fait confiance à l'état de droit de notre République française. Maclou, je note avec pas du tout dérision, vous ne voulez pas parler des faits, mais vous avez déjà fait la plaidoirie. Donc c'est assez piquant de voir. Moi, je ne parlais pas des faits. Je confirme que si. Vous avez dit qu'il a mis les mains. Mais absolument. Quelles mains a-t-il mis mais je vais vous le dire. Mais je confirme. Je vais vous le dire si vous le permettez. Je confirme que ce jeune homme qui a été contrôlé et qui a 17 ans, qui conduit sans permis, s'il n'avait pas tout à coup voulu échapper au contrôle, eh bien, évidemment, il n'y aurait pas eu cette tragédie. On ne mérite pas la mort parce qu'on a échappé à un contrôle. Je rejoins ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit que la mort de Naël était la conséquence de ce refus d'obtempérer. J'ai dit que s'il avait été un jeune citoyen intègre et honnête, s'il s'était arrêté comme il en a donné l'impression au début... Il avait 17 ans. À 17 ans, on est fou. À 17 ans, on peut avoir l'envol. Il avait 17 ans. Vous plaisantez. Il avait 17 ans. Image vous avez de la jeunesse. Non, mais ils ont le droit d'être fous. À 17 ans, on ne connaît pas pourquoi. Vous pouvez pas dire ça. Attendez, ça. Non, mais c'est pas ça. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas dire c'est un citoyen. On ne parle pas de quelqu'un de 60 ans. On ne parle pas de quelqu'un de 60 ans. Si vous me permettez, je trouve que Philippe n'a absolument pas dit que c'était mérité. Il a juste dit une chose qui est claire. S'il n'avait pas été dans cette voiture, si vous voulez, voilà. C'est ça que vous avez dit, Philippe. Oui, absolument. Mais c'est une banalité. Mais si vous voulez, effectivement, on est reparti sur les faits que nous ne possédons pas. Mais maintenant, moi, j'en ai assez, si vous voulez, de cette justification que prennent un certain nombre de jeunes, si vous voulez, encouragés dans leur sentiment victimaire. Nous sommes des victimes, la police est méchante. Je veux dire, évidemment que si le policier sera jugé, il sera sanctionné s'il a commis une faute, si vous voulez. Donc, j'en ai assez d'entendre toute la journée, si vous voulez, que ces gens-là sont des victimes et que la seule façon qu'ils ont de réagir, c'est de tout casser. Parce que c'est un bien beau prétexte pour tout casser. Et je suis quand même frappée par le fait que beaucoup de gens exultent sans vouloir, avec leurs grandes larmes de crocodile. Si vous voulez, j'ai vu un certain nombre d'insoumis, comme parce que ils se disent enfin, voilà, ça prouve que tout ce qu'on dit est vrai, on a raison, la police, les salauds, ils tuent, etc. Donc, je crois que Olivier nous a donné un sage conseil, mais malheureusement on l'a pas suivi et on peut pas le suivre parce qu'on n'est pas tout seul. Mais il a raison de dire qu'un peu de silence des fois. Un mot, Olivier, on part au 0826 300 300. Il faudra bien trouver des solutions ou des chemins dans les années à venir
pour faire en sorte que la température descende et que des pans entiers de la jeunesse des quartiers populaires puissent porter un regard différent sur les agents de la paix. Et je dis agents de la paix à bon escient. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a aujourd'hui une situation qui n'est pas acceptable. D'abord pour les gardiens de la paix, bien sûr, pour les agents des forces de l'ordre, mais aussi pour cette jeunesse qui se retrouve dans une situation où elle a entériné quasiment le fait que cette police n'est pas là pour les protéger. Et donc il y a beaucoup de processus qui ont amené à ça. C'est un sujet assez complexe auquel je me suis un peu intéressé certaines années. Il y a beaucoup de processus qui ont nourri ça. Il y a des responsabilités politiques d'ailleurs dans ce processus. Mais il faudra bien à un moment donné trouver des solutions. Je suis pour une police relocalisée de quartiers, des commissariats. Je suis pour des travailleurs sociaux. Je suis pour des solutions éducatives et aussi des solutions judiciaires, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Avant de repasser la parole à Philippe Bilger, le gouvernement veut passer le permis de conduire à 17 ans. Donc ça veut dire que 17 ans, on n'est plus un gamin, je pense, en tout cas, au volant d'une voiture. Mais pardon d'avoir de nouveau un point de vue un peu réactionnaire, même sur les banlieues, mon cher Olivier, rien n'interdit aux jeunes qui créent des problèmes de se tenir correctement. Je veux dire, non, mais vous avez parlé de la police de manière tout à fait courtoise, mais ça n'est pas la police le problème. Tu peux avoir des jeunes totalement intégrés dans la société qui vivent dans ces quartiers populaires, qui portent un regard pas positif sur les forces de l'ordre. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Tout d'abord, direction le Tarn-et-Garonne avec notre vraie voix du jour, Sandrine. Rebonsoir Sandrine. Bonsoir. Donc effectivement, moi je suis un peu mitigée parce que je suis d'accord avec Olivier, Elisabeth et aussi Philippe Bilger. Vous faites la synthèse. Voilà, je vais faire la synthèse parce qu'en fait, moi je vais vous raconter mon parcours. Moi je suis née en banlieue, je suis née à Montpellier, la Paillade. Je ne sais pas si vous connaissez bien la Paillade. Sandrine, on a très peu de temps, on a plein d'auditeurs. Juste pour simplement dire que effectivement les politiques, ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté de s'occuper des quartiers. Et effectivement, il a raison Olivier, il faut revenir, remettre tout le service, tous les commissariats, tout ça. Et quelque part, je dirais que les politiques, oui, comme elle dit Elisabeth, là on va se laver de tout. Et je suis et j'ai quand même aussi une tendre pensée pour ce jeune Naël, et j'ai aussi une tendre pensée pour la famille du policier, parce que aujourd'hui c'est très compliqué, il n'y a plus de dialogue, voilà c'est tout. C'est vrai que vous avez raison. Allez Eric, 0826 300 300, on a très peu de temps. Eric, pardon, c'est le temps file très vite. De Bordeaux. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Mais écoutez, moi je rejoins un petit peu ce que vient de dire l'auditrice précédente. Sandrine, pardon. Et puis parce que il faut arrêter aussi. Puis parce que là maintenant tout le monde tombe sur ce policier. Et là je dis chapeau quand même nos politiques, que ce soit le président et Monsieur Darmanin. Il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport au rodéo, c'était un scandale, il fallait que ça s'arrête. Et vous croyez qu'ils vont les arrêter comment ceux qui font les rodéos? En leur jetant des fleurs ou des roses en papier? Non, mais à un moment il faut arrêter. Donc moi ce que je ne compte, moi je dis que, et là les syndicats de police, je les trouve, ils sont pleutres, mais à l'image de beaucoup de choses dans ce pays maintenant. Ils devraient dire, puisque c'est comme ça, c'est la police le problème, et on dépose tous nos armes. On reste dans les commissariats, on n'interviendra que pour les appels d'urgence. Et les banlieues qui brûlent à l'heure actuelle, on les laisse brûler, on n'intervient plus. Nous, on ne veut plus être à l'origine du moindre problème. Et on va voir ce que va devenir ce pays. Merci Eric. Samia Maktouf, je rebondis sur ce qu'a dit Sandrine et ce qu'a dit Eric. Elle dit on a abandonné ces quartiers. Pourtant, le premier plan banlieue, c'est 1977. On a mis des milliards et des milliards et des milliards pour qu'on ait des banlieues qui sont devenues des zones de non-droit, parce que ça existe. Est-ce que c'est pas là le principal échec ? C'est un échec, mais vous savez, c'est pas parce pour avoir très cher, à tous les sens du terme. C'est pas le fait de mettre des millions et des millions qui fera échapper ces banlieues du chaos. Aujourd'hui, il y a l'éducation, il y a le soutien, il y a la proximité des parents, il y a tout un. Vous savez, la première école, c'est la cellule familiale. Où est cette cellule familiale? Mettre de l'argent dans les banlieues, c'est très très bien, mais il faut être à l'écoute de ces banlieues. C'est très important. Excusez-moi, il y a un moment, je trouve qu'on est très à l'écoute, et en fait il y a une chose qu'on n'a jamais essayé, parce que ça fait 40 ans qu'on fait dans le victimaire, dans le pleurnichage, comme on est méchant, comme on est des salauds, on se flagelle le matin, on se flagelle le soir, regardez comme on n'a rien fait, d'ailleurs à tel point que plein de gens le pensent de bonne foi. On n'a pas rien fait du tout. Moi je pense qu'il faut tenter autre chose, de leur dire vous êtes des Français comme les autres, vous devez respecter la loi quelles que soient vos difficultés. Et la deuxième chose, arrêtez d'attendre tout de l'État. Vous avez des bras, des jambes, des cerveaux, je veux dire, et vous pouvez quand même
prendre votre vie en main. J'en ai marre qu'on les traite, c'est ça le mépris, c'est de les traiter comme d'éternels enfants. En un mot, moi je dirais que c'est moins de l'appartenance patriotique à un État et à l'adhésion à un drapeau et à des valeurs que de la victimisation. Merci beaucoup Samia Maktouf d'avoir été avec nous, avocate pénaliste. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une toute petite pause, à tout de suite.